Bonjour, je me présente, Jo Châtelon, je fais partie de l'équipe Feux de forêt de l'Université de Corse et je vais vous parler d'un thème qui est un petit peu tombé en désuétude ces derniers temps, celui de la modélisation de propagation de feux de surface. Avec mes collègues Jacques-Henri Balbi, Jean-Louis Rossi, Thierry Marcelli de l'UMR-SPE et Dominique Morvan des universités d'Aix-Marseille, je vais présenter un modèle physique simplifié de propagation de feux de surface, prenant en compte les effets convectifs. Alors si on fait un bref historique, l'équipe Feux de forêt de l'Université de Corse a déjà développé un modèle de propagation de feux de surface en 2007, qui d'ailleurs est encore en vigueur dans le simulateur 4Fire. Puis, depuis, ce modèle a été amélioré. Alors c'est un modèle purement radiatif, c'est-à-dire que le rayonnement de la flamme et le rayonnement de la base de la flamme sont pris en compte. Ce modèle est plus rapide que le temps réel et de bons résultats avaient été obtenus à l'échelle du laboratoire sur des strates continues, mais également sur quelques expériences de terrain. Alors la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi un nouveau modèle ? Bien tout d'abord parce que les résultats obtenus sur des strates verticales sont très mauvais. En effet, la plupart des auteurs de la littérature considèrent que dans ce type de strates, c'est la convection qui est le mode dominant de transfert de chaleur. De plus, l'absence de la convection est clairement un point faible pour envisager un modèle complet, utilisable à n'importe quelle échelle et sur n'importe quel type de strate végétale. Nous avons donc pris le parti de créer un nouveau modèle basé sur la convection et que nous avons testé sur des strates verticales bien ordonnées, c'est-à-dire lorsque la convection est dominante. Alors les prérequis pour ce modèle sont les mêmes que ceux qui nous ont permis de créer le modèle radiatif, à savoir un modèle physique basé sur des bilans thermiques, de préchauffage, etc., mais simplifié, c'est-à-dire intégré. Le modèle, pour être utilisable dans une configuration opérationnelle, doit être plus rapide que le temps réel, donc pas de résolution d'équations aux dérivées partielles, et surtout une condition pour nous très importante, l'absence de paramètres de modèle. Alors bien sûr, lorsque l'on parle de convection, on parle essentiellement des déplacements des gaz chauds. Alors si on considère la base de la flamme, ce déplacement va être traduit par une composition des vitesses, vitesse du vent, c'est-à-dire vitesse horizontale des gaz, et vitesse ascensionnelle des gaz. Donc si on considère des particules dans la base de la flamme, eh bien certaines vont sortir par le haut de la base, et d'autres vont sortir via l'interface base de la flamme végétale imbrûlée. Ce dernier déplacement de gaz va créer une flamme de contact à cette interface qui va provoquer l'ignition du végétal imbrûlé. Le rayonnement de la flamme est négligé. En cela, on suit les travaux de Finet qui montrent que la part du rayonnement de la flamme dans ces configurations d'arrangement très particuliers de strates végétales est très faible. Et effectivement, si on se met à la place de la flamme, la surface rayonnée par la flamme n'est pas très importante. En fait, on ne voit qu'une toute petite partie de la surface d'un stick. Par contre, le rayonnement de la base est lui pris en compte, car si on se place à l'interface base de la flamme végétale imbrûlée, la surface projetée est bien plus importante que celle qui est vue par la flamme, mais bien évidemment, comme on peut le voir sur le schéma, elle reste quand même assez faible par rapport à la convection. Alors la principale difficulté réside dans la définition de la frontière séparant les particules qui, sous l'effet des vitesses grand U et petit u, sortent par le haut et celles sortant par l'interface brûlée-imbrûlée. Donc en fait, la question est de savoir comment modéliser ces deux surfaces. Alors pour cela, nous utilisons la tangente à la séparatrice, mais bien évidemment, l'erreur commise, comme on peut le voir, entre les deux surfaces est énorme. Aussi, nous augmentons artificiellement l'angle de la tangente afin de minimiser l'erreur et de faire en sorte de compenser cette première zone par la seconde qui est ici. Alors, voyons les équations du modèle. Je vais essayer de ne pas vous abreuver de formules indigestes, mais simplement vous donner les principales pour vous en faire comprendre la structure.
Alors tout d'abord, la vitesse du vent à la sortie de la base, c'est-à-dire en fait la vitesse horizontale des gaz, est calculée à l'aide d'une équation différentielle classique et dépend de la vitesse du vent à l'entrée, d'une loi traduisant les forces de traînée et de la vitesse de propagation, le rate of spread. Puis, ensuite, la vitesse ascensionnelle des gaz est traduite sous la forme d'un mouvement uniformément accéléré. Et on obtient au final une fonction qui dépend de plusieurs paramètres, notamment de la hauteur de la strate végétale. Pour le rayonnement de la base, rien de nouveau. On utilise une formulation de Stefan Boltzmann. Ainsi, la vitesse de propagation sera somme de deux contributions, comme l'indique cette formule assez barbare, mais qui en fait est assez simple à comprendre, puisque en fait c'est la somme des deux termes, un terme correspondant au rayonnement de la base, B étant la constante de Stefan Boltzmann, et un autre terme traduisant les effets convectifs. Alors, si on écrit de manière simplifiée la vitesse de propagation vue sur la diapositive précédente, on peut analyser assez facilement la tendance du Ross en fonction du vent. Donc, tout d'abord, en l'absence de vent, le Ross, la vitesse de propagation, donc, est égal au rayonnement de la base. Puis, lorsque le vent augmente, la vitesse de propagation n'est pas très importante au début, et l'exponentielle est donc proche de 1. On a donc un comportement quasiment linéaire de la vitesse de propagation par rapport à la vitesse du vent. Lorsque les vitesses de vent deviennent plus élevées, bien, la vitesse de propagation devient plus importante et la valeur de l'exponentielle diminue et compense ainsi l'augmentation de la vitesse du vent. Ainsi, la vitesse de propagation augmente, mais sa croissance est ralentie. On retrouve ainsi le comportement classique obtenu par les auteurs de la littérature, avec cette forme de croissance rapide au début, puis semblant s'approcher d'un palier. Alors, une des contraintes que nous étions fixées était l'absence de paramètres du modèle. Soyons clairs, tous les modèles ont des paramètres. Même les modèles complets avec résolution d'équations aux dérivées partielles en ont. La question est de savoir si ces paramètres dépendent de l'expérience ou non. Alors, dans notre cas, nous avons trois paramètres de modèle. Un premier coefficient qui intervient dans la loi des forces de traînée. Ensuite, le second qui est le ratio air gaz de pyrolyse dans la flamme, que nous appelons coefficient stoïchiométrique, mais qui en fait, d'après les travaux de Quintière et avec d'autres auteurs, notamment Ma et Quintière, est en fait plus important que la stoïchiométrie. Et enfin, un dernier coefficient servant à calibrer les effets convectifs. Alors, le calage de ces trois paramètres a été effectué sur les expériences de Wolf, Carrier et Fendel, tout simplement car ce sont en fait les premières expériences sur lesquelles nous ayons travaillé. Mais par contre, ce qui est important, c'est que ces coefficients deviennent, une fois qu'ils ont été calés, des coefficients universels, c'est-à-dire que leur valeur ne sera jamais changée, quelle que soit l'expérience. Le modèle devient alors entièrement prédictif, puisque, mis à part la vitesse du vent, la pente du terrain et les caractéristiques du végétal, rien n'est modifié. Nous avons confronté le modèle avec des expériences menées sur des strates végétales verticales ou quasi verticales. Alors 5 expériences de la littérature ont été utilisées, correspondant à 172 feux en tout. Alors tout d'abord, les expériences de Wolf, Carrier et Fendel ne faisaient varier en fait qu'un seul paramètre, hormis le vent bien entendu, qui était la charge du végétal. Les expériences très anciennes de Fons pouvaient être distinguées par des rapports surface-volume différents. Chez Stewart et Tenencore, le diamètre des sticks ainsi que l'espacement interstick variaient. Finet et ses co-auteurs ont utilisé du carton découpé au laser pour un contrôle parfait sur la structure du combustible. Alors c'est un cas où les sticks sont quasiment verticaux, ce qui n'est pas le cas par exemple avec les expériences de Wolf.
où le diamètre d'un stick étant plus faible que le diamètre du trou dans lequel il est placé, forcément il y aura un angle avec la verticale. Bien évidemment, cet angle ne sera pas énorme, puisqu'on peut voir sur la photo présente dans la publication de Wolf, Carrier et Fendel qu'au maximum on peut obtenir 20 degrés. Enfin, sur les 357 feux réalisés par Catchpole et ses co-auteurs, nous en avons extrait les 20 qui ont été réalisés sur des strates verticales bien ordonnées. Alors nous avons comparé la vitesse de propagation expérimentale avec celle donnée par d'autres modèles. Pour étudier l'agrément des résultats numériques par rapport aux résultats expérimentaux, nous utilisons des outils statistiques. Alors tout d'abord, l'erreur moyenne quadratique normalisée, qui donne le pourcentage d'erreur. Le biais fractionnel, qui permet de vérifier si un modèle surestime ou sous-estime la vitesse expérimentale. Et enfin, le bien connu coefficient de corrélation de Pearson, qui est un indicateur de pertinence de corrélation entre les vitesses. Alors, comme on peut le voir sur les résultats, bien, on a une très bonne corrélation entre les vitesses. On a un coefficient de corrélation qui est proche de 1, une erreur inférieure à 7% et un biais très légèrement positif, ce qui indique que le modèle surestime très légèrement les résultats expérimentaux. Alors si on détaille chaque série d'expériences, bien on peut remarquer que l'erreur est assez régulière, c'est-à-dire qu'on n'a pas des séries qui donnent d'excellentes erreurs et d'autres des erreurs catastrophiques, ce qui donnerait une erreur moyenne à peu près correcte. Là on peut voir qu'au maximum on a moins de 9% d'erreurs. Ensuite, nous avons comparé les résultats obtenus avec notre modèle à ceux donnés par deux modèles simplifiés mais empiriques, celui de Wolf et celui de Catchpole. Alors les équations des deux modèles sont les suivantes. Chez Wolf, la vitesse de propagation est fonction de la racine carrée du vent, alors que chez Catchpole, la puissance du vent dans la définition de la vitesse est plutôt proche de 1. Chaque modèle possède un paramètre de modèle calé sur leurs expériences respectives. En fait, chez Catchpole, on pourrait considérer qu'il y a deux autres paramètres, mais qui semblent universels, les coefficients 495 et 1934. Alors, si on simule les mêmes feux auxquels nous avons confronté notre modèle avec la valeur des paramètres donnés par Wolf et Catchpole, on obtient des résultats catastrophiques, plus de 100% d'erreur, excepté bien entendu sur leurs expériences respectives. D'ailleurs, je ne présente même pas les résultats. Donc, dans un premier temps, nous avons essayé d'obtenir des résultats un petit peu meilleurs. Donc, nous avons calé nous-mêmes la meilleure valeur du paramètre, mais sur l'ensemble des expériences, pour chacun des deux modèles. Donc, comme on peut le voir ici, les résultats sont très moyens, avec une erreur comprise entre 40 et 50%, et surtout une très mauvaise corrélation. Donc, dans un second temps, pour essayer d'améliorer encore plus les résultats, nous avons essayé de caler la meilleure valeur du paramètre possible pour chacun des deux modèles, mais expérience par expérience. Alors, dans cette configuration, qui est à rapprocher avec l'erreur donnée par notre modèle, elle-même dans une configuration bien plus défavorable, eh bien, dans ce cas-là, on obtient une erreur qui est bien meilleure, puisqu'on a une erreur qui tourne aux alentours de 15% avec une bien meilleure corrélation. Mais on peut voir que même dans ce cas de figure qui est extrêmement favorable, on est encore moins bon que le modèle que nous avons proposé. Donc en conclusion, on peut dire qu'on a un modèle physique simplifié qui prend en compte les effets convectifs. Le modèle est plus rapide que le temps réel. En effet, pour obtenir les résultats précédents sur les 172 feux, il faut 1 seconde sur un MacBook Pro équipé d'un processeur i7 pour donner un ordre de grandeur. Et on a un modèle qui est entièrement prédictif. Alors, on a pu remarquer le bon agrément entre les résultats numériques et les vitesses expérimentales. Et même si la sphère d'action de ce modèle reste peu étendue, les strates verticales, ce sont des strates qu'on ne retrouve pas dans la nature, excepté lorsque la végétation présente beaucoup de trous, ou dans le cas de vignes ou de vergers par exemple.
Mais comme l'expliquent les différents auteurs de la littérature, l'objectif de ce genre d'expérience est la compréhension des mécanismes. Dans notre cas, il va servir à vérifier que la modélisation choisie donne de bons résultats avant d'être intégrée dans un modèle complet radiatif-convectif. Les perspectives sont donc dans un premier temps d'intégrer ce modèle convectif au modèle radiatif. On obtiendrait ainsi un modèle complet à l'échelle du laboratoire. Ce modèle complet sera confronté à des expériences sur des strates végétales continues dans un premier temps, puis aux 357 feux de Catchpole par la suite. Enfin, la partie la plus compliquée sera vraisemblablement le passage à l'échelle du terrain avec toutes les difficultés que cela implique. Merci de votre attention.